Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque pour la première fois, je vais commenter une autre vidéo, donc l'interview de Piotr Tolstoï par BFM TV. C'est un ami russe qui parle français qui m'a envoyé d'abord un extrait de cette interview et ensuite je l'ai vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux russes, donc je l'ai regardé en entier et j'avais vraiment envie de partager mes réactions, mes impressions sur cette interview parce que j'étais assez choquée par l'attitude du journaliste, donc pour moi c'était important d'en parler, surtout que je vois que ça a été beaucoup regardé par les Russes. Donc déjà je connais vraiment pas du tout la télé française parce que quand j'étais enfant, on n'avait pas la télé à la maison, mes parents refusaient de nous acheter une télé parce qu'ils voulaient préserver mes neurones et ceux de mes petites sœurs. Donc voilà, on n'a jamais eu la télé, j'ai jamais regardé, je connais pas du tout la télé française. Et sur le coup, quand j'étais petite, c'était vraiment difficile, surtout au moment de l'adolescence, parce qu'on a envie d'être comme tout le monde. Et il y avait des conversations auxquelles je pouvais pas prendre part parce que je ne connaissais pas les personnes dont tout le monde parlait. Je connais pas les présentateurs télé, il y a toute une partie de la culture française en fait qui me manque parce que j'ai jamais regardé la télé. Et maintenant, je suis plutôt reconnaissante à mes parents de m'avoir épargné ça, mais je me suis jamais intéressée au sujet de la télé française, j'ai jamais cherché à combler mon manque de connaissances dans le sujet. En général, quand j'ai besoin d'informations, je vais sur YouTube ou je vais sur d'autres médias pour les obtenir. Donc j'ai jamais regardé la télé française et pour moi c'est une découverte totale. Une chose aussi, c'est que je suis venue en Russie pour des raisons totalement personnelles. Ça fait déjà bien 5 ans que je m'intéresse au pays et que je suis de plus en plus passionnée par la culture russe, que j'apprends la langue, etc. Donc je suis vraiment pas venue pour des raisons politiques et à la base j'avais pas envie de parler de politique, mais ça devient de plus en plus difficile d'échapper à ce sujet parce que tout ce qui a trait à la Russie aujourd'hui c'est considéré comme quelque chose de politique. Donc ma décision de venir habiter en Russie a été considérée par les Occidentaux comme quelque chose de politique, alors que pour moi c'était vraiment pour la culture russe que je suis venue. Et ça devient de plus en plus difficile de se taire et de ne pas réagir quand j'entends des mensonges, surtout de la part de mon pays. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de réagir aujourd'hui à cette interview. Jérémy Normand, on vous retrouve en direct de Moscou. Jérémy, vous avez donc rencontré l'un des proches de Poutine, je le disais, Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma. Donnez-nous un peu, Jérémy, le contexte de l'interview et puis d'une certaine manière, préparez-nous à ce que l'on va entendre. Plusieurs jours de négociations parce que Piotr Tolstoï n'aime pas lorsque ce n'est pas en direct. Il dénonce évidemment la censure qui serait en vigueur chez nous. Il avait jusqu'ici échangé sur notre antenne de façon directe en visioconférence. C'est la première fois qu'il s'exprime avec une équipe française venue ici de façon enregistrée. Il a accepté de nous rencontrer juste ici où on se trouve avec Étienne Grelet. En toile de fond, le Kremlin et la place rouge où justement Vladimir Poutine s'est exprimé au lendemain de sa réélection triomphale. Voilà le lieu de la rencontre. Pour l'atmosphère et l'attitude, vous allez voir que c'était très très glaçant, très dérangeant. Cet homme est sûr de ce qu'il pense, il est la France et il nous souhaite beaucoup de mal si nous étions à envoyer les Français en Ukraine nous battre. On va écouter ce qu'il avait à nous dire. Je trouve pas ça une manière très honnête de commencer l'interview, honnêtement, parce qu'il emploie déjà des mots très violents comme haïr la France, il hait la France. Donc déjà, il essaye de changer un petit peu la manière dont on va percevoir l'interview et les paroles de Piotr Tolstoï, parce qu'on va tout de suite avoir une réaction émotionnelle, évidemment, quand on entend des mots aussi forts, surtout à l'encontre de notre pays, de notre nationalité. Donc je trouve pas ça très honnête. Avant même qu'on ait eu le temps d'écouter quoi que ce soit de ce que va dire Piotr Tolstoï, déjà, il nous pousse à avoir une réaction qui n'est pas objective. Et voici donc la première partie de cette interview. Bonjour Monsieur Tolstoï. Bonjour, bonjour Jérémy, enchanté. Enchanté, c'est un bon endroit pour se rencontrer, c'est un bon endroit. Oui, on a le Kremlin derrière nous, on a le temps seulement. Il n'y a pas de soleil, mais bon. Bon, ici c'est presque aussi romantique que l'histoire de nos relations Russie-France, c'est deux pays qui se connaissent bien. Déjà, il critique l'endroit où il emploie un ton qui est ironique. Donc c'est sûr qu'après ça, ils vont pouvoir avoir une bonne discussion productive. On voit que ce journaliste français est prêt à écouter de façon totalement objective ce que Piotr Tolstoï va pouvoir lui dire. Et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous êtes l'arrière-petit-fils de Léon Tolstoï, qui a écrit Guerre et paix. Ouais. Donc ces relations faites de haut et de bas, vous en savez quelque chose? Vous savez, les Russes sont toujours mécontents que dans la guerre et la paix, les premiers 10 pages, c'est en français. Ils disent, mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça, honnêtement.
J'en ai discuté pas mal de fois avec des Russes parce que très souvent, quand ils apprennent que je suis française, ils me disent qu'à l'époque de Tolstoï, effectivement, il y avait beaucoup de Russes qui parlaient français couramment, que c'était la langue d'usage pour les familles de milieux sociaux élevés. Et j'ai jamais entendu qu'ils étaient mécontents de ce fait. Après, c'est peut-être parce que je suis française et que du coup, par politesse, ils n'osent pas exprimer ce mécontentement. Mais en tout cas, je l'ai jamais entendu. Qu'est-ce qui ne va plus entre la France et la Russie? Pourquoi ça ne marche plus? Ça ne marche plus parce que les Français ont pensé qu'ils ont droit de donner des leçons à des Russes. Après la fin de la guerre froide, ils ont imaginé qu'ils ont gagné la guerre froide avec les Américains. Ils ont oublié l'histoire de l'Europe, l'histoire du continent. Et je parle non seulement des guerres napoléoniennes, mais aussi de la dernière guerre, par exemple. Aujourd'hui, Ça, c'est quelque chose dont les Russes me parlent assez souvent et j'en ai vraiment honte. Pour le coup, j'ai vraiment honte de la France pour ça, parce qu'on a complètement oublié le rôle de la Russie dans la dernière guerre. Moi, je me souviens bien des cours d'histoire encore et de mes bouquins d'histoire à l'époque, où vraiment le rôle de la Russie est passé sous le tapis et on se focalise complètement sur les États-Unis, les Alliés, etc. On a complètement oublié le rôle de la Russie. Je ne sais pas exactement pourquoi, je ne sais pas si c'est sous l'influence des États-Unis pendant la guerre froide qu'on a décidé de changer l'histoire et d'en occulter une partie. Mais j'ai honte pour le gouvernement français qui a laissé passer ça, pour les profs d'histoire français qui ne font pas leur boulot, à mon avis. On prétend être un pays de vérité, etc. Mais ça, pour le coup, je trouve ça assez énorme qu'on ait oublié une partie de l'histoire quand ça nous arrange. quand M. Macron dit qu'il va envoyer les soldats à Odessa, il faut lui rappeler que la dernière grande guerre en Europe, la France, elle a tenu 40 jours contre les nazis. Et les Russes, ils ont tenu 4 ans et ils ont gagné la guerre au Berlin. Je veux dire très directement que l'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils en Orly, couverts par le tricolore, et ce n'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français... Je ne sais pas exactement comment ça se passe, quelle est l'ambiance en France en ce moment, parce que ça fait déjà plus d'1 an que je suis partie et que je vis à Moscou. Donc je ne sais pas ce qui se dit dans les bureaux ou dans la rue, etc. Mais j'ai un petit peu l'impression que les Européens, ou les Français en tout cas, ont perdu contact avec la réalité et que la guerre pour nous c'est une notion totalement abstraite qu'on ne peut même pas imaginer dans la réalité. Et c'est quelque chose qui m'avait frappé la première fois que je suis allée dans l'Est. J'étais allée à Kiev pour aller voir une amie ukrainienne et ça m'avait frappé de voir à quel point la guerre est toujours présente dans les esprits partout à l'Est. Que ce soit en Ukraine ou en Russie, il y a beaucoup de monuments qui sont dédiés à la guerre, les gens vont toujours fleurir ces monuments, enfin c'est toujours quelque chose qui est une notion qui est très présente à l'esprit des gens, ils sont prêts en fait, ils s'y attendent, alors que nous on a l'impression d'être très protégés dans l'Ouest, donc le jour où on aura besoin de se battre, je pense qu'on va vraiment tomber de haut. Après je me dis que peut-être qu'on a l'impression que les États-Unis vont venir nous sauver comme la dernière fois, sauf que ce qu'on a encore une fois oublié, c'est que les Russes aussi étaient là pour nous protéger, pour nous aider, pour nous sauver pendant la dernière guerre. Donc la situation va être un petit peu différente si on a un conflit avec la Russie. Et puis les États-Unis, ils sont loin, enfin une guerre avec la Russie, ça les concerne bien sûr avec la menace nucléaire, mais ils sont quand même beaucoup plus loin de l'autre côté de l'océan. Je trouve qu'en Europe, on aurait quand même intérêt à faire attention à ce qu'on fait, parce que les Russes, c'est nos voisins, et puis les États-Unis sont pas complètement fous non plus. Ils font toujours passer leurs propres intérêts d'abord. Et je trouve que d'ailleurs c'est une position tout à fait raisonnable. Pour moi, un gouvernement devrait faire passer les intérêts de son propre pays avant ceux des autres. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait s'occuper de nos propres problèmes avant d'essayer d'aller faire le ménage chez les autres. Mais le problème pour moi avec les États-Unis, c'est que tout ce qu'ils font, toutes les interventions qu'ils ont dans d'autres pays, ils font passer ça sous couvert d'apporter la démocratie, d'agir pour le bien de l'humanité, etc. Et nous, en Europe, j'ai l'impression qu'on est un petit peu les seuls à tomber dans le panneau et à les applaudir et à les laisser faire. Et je suis pas sûre que les États-Unis aient nos intérêts européens très à cœur. Donc je trouve ça assez dommage que l'Europe n'ait pas plus d'indépendance et ne fasse pas plus attention à nos voisins. Ils doivent comprendre les conséquences, c'est tôt. Parlez-nous un peu de nous, parce que vous nous connaissez très bien, vous parlez un français parfait, vous avez étudié en France, vous avez été... Oui, j'ai fait mes études d'une part. Déjà, si j'étais ce journaliste français, je me sentirais assez embarrassée de voir que
Mon opposant, enfin c'est pas censé être un opposant puisqu'il est juste interviewé, mais mon opposant connaît les deux cultures, les deux côtés de l'histoire beaucoup mieux que moi parce ce journaliste français a seulement son point de vue français, alors que Piotr Tolstoï a vécu en France, il a travaillé en France, il connaît la culture française, il parle la langue. Donc moi j'aurais été BFM TV, j'aurais envoyé un journaliste qui parle russe et qui a essayé au moins de s'intéresser objectivement à la Russie pour être sûr qu'il comprend un petit peu ou qu'il a au moins la possibilité de comprendre ce qui se passe vraiment. Partie de mes études en France et j'ai travaillé pour la presse française aussi, ici à Moscou, dans les années 90. Donc la France, vous la connaissez, vous l'avez aimée. Qu'est-ce qui ne va plus? Pourquoi vous ne nous aimez plus? Mais pourquoi je dois vous aimer? Vous avez entamé 19 000 sanctions contre mon pays, vous menez une guerre économique, vous mentez sur la Russie chaque jour sur BFM. Donc c'est la réaction d'un amoureux déçu? Non, mais vous distribuez. Il est tellement insolent et arrogant, ce journaliste, vraiment, il m'énerve, je dois dire. Je ne sais pas si c'est une pratique courante à la télévision pour essayer de déstabiliser l'adversaire, de jouer la provocation comme ça, d'essayer de rabaisser la personne en face. Mais je trouve ça incroyable. Comment est-ce qu'on peut espérer avoir une discussion objective quand on a une attitude pareille? C'est incroyable. Surtout que, encore une fois, ce journaliste est plus jeune, il ne parle pas russe, il ne connaît rien à la culture russe. Enfin, évidemment, je ne peux pas en être sûre à 100% des cas, mais je le devine. Alors que de l'autre côté, Piotr Tolstoï a plus d'expérience et, encore une fois, il connaît la culture française. Donc je ne sais pas où ce journaliste français va chercher son assurance et son arrogance. En tout cas, j'ai l'impression que Piotr Tolstoï connaît vraiment bien BFM TV parce qu'il se laisse absolument pas déstabiliser, comme s'il s'attendait à toutes ces petites attaques et ces provocations. Et je trouve sa manière de répondre, je trouve que vraiment il a une bonne manière de gérer les choses parce qu'il ne se laisse pas du tout faire et il parle avec beaucoup de fermeté, ce qui est la seule solution. Il se laisse pas déconcerter, il se laisse pas envahir par des émotions. Donc je trouve que c'est vraiment la seule manière de parler avec une personne aussi désagréable que ce journaliste français. Les narratifs sur la guerre en Ukraine qui sont complètement, pour nous, impensables. Les choses et toutes les provocations qui, durant ces 2 ans, ont déjà passé dans la presse contre la Russie et qui font l'image des Russes comme les gens qui mangent les enfants le matin. Donc, écoutez, on aime bien la France et les Français, mais on ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce qui a déraillé dans notre modèle? Vladimir Poutine érige le modèle russe en opposition avec le modèle d'un Occident qui serait décadent. Qu'est-ce qui est décadent chez nous, Français? Regardez votre gouvernement. Est-ce qu'on peut vraiment, à 21e siècle, penser que ce n'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux Qu'est-ce que vous entendez par là? Le gouvernement? Mais Vous faites référence au fait que notre Premier ministre, Gabriel Attal, est ouvertement homosexuel? Je fais référence qu'aujourd'hui, la France est gouvernée d'une partie par les pervers, tout simplement. Alors, être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers? Tout à fait. Pour nous, oui. Absolument. Mais c'est pas... Donc il n'y a pas d'homosexuels en Russie? Non, bien sûr, il y en a, mais il n'y en a pas dans le gouvernement. Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce que les homosexuels... Je ne suis pas d'accord avec Piotr Tolstoï à ce sujet, sur cette question, parce que pour moi, c'est la compétence d'une personne qui doit d'abord être prise en compte pour les politiciens, pour n'importe quel corps de métier. Donc là-dessus, je ne suis pas d'accord, parce que pour moi, c'est pas... Enfin, l'orientation sexuelle d'une personne ne nous concerne pas. Moi, ça m'est totalement égal ce que les adultes peuvent faire du moment qu'ils le gardent pour eux. Pour moi, ça fait partie de leur vie privée et ça ne devrait pas être pris en compte, que ce soit en politique ou dans d'autres métiers, encore une fois. Après, là où j'ai plus de mal en Europe, c'est qu'on pousse toutes ces idées de sexualité, d'orientation sexuelle ou de recherche d'identité sexuelle et de choses comme ça, ou de recherche d'identité de genre sur les enfants. Et c'est là où j'ai vraiment un problème. Parce que pour moi, les enfants devraient avoir le droit de vivre une enfance tranquille et sans se poser ce genre de questions qui sont absolument pas de leur âge. Et là-dessus, en Europe, on a complètement perdu le cap, je pense. Quand j'étais à Berlin, c'était vraiment évident pour moi, parce que j'étais babysitter à Berlin dans une famille russe pendant 6 mois, quelque chose comme ça. Donc je voyais un petit peu ce qui est enseigné aux enfants, et j'allais aussi dans les librairies, dans les bibliothèques, et quand je regardais les livres qui étaient proposés pour des enfants, même des enfants qui apprennent à peine à lire, c'était vraiment des livres très... comment on dit en français?
politisés, ça se dit ça? Enfin, des livres, encore une fois, sur la sexualité, l'orientation sexuelle, la communauté LGBT, le consentement pour des enfants de 4 ans. Je trouve que c'est absolument inapproprié. Et là-dessus, on a perdu le Nord en Europe. Et pour moi, encore une fois, ce que font les adultes dans leur vie privée, ça ne me regarde pas. Du moment qu'ils ne l'étalent pas en public, je ne pense pas que ça devrait être pris en compte si la personne est compétente, encore une fois. Après, pour ce qui est justement des compétences du gouvernement français, là, c'est une autre question. En Russie peuvent vivre librement et protégés par le gouvernement. Bien sûr, leur vie privée est protégée, mais ils n'ont pas droit à la propagande ouverte de leur mode de vie. Le fait qu'on ait un Premier ministre ouvertement homosexuel, Gabriel Attal, pour vous, ça fait partie de cette décadence que vous décrivez en Occident? C'est être homosexuel, c'est un problème? Mais écoutez, non, c'est la dégradation des leaders européens. Regardez aujourd'hui avec qui on doit avoir l'affaire, avec Scholz, avec Macron, avec Borrell, etc. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas même l'idée de leur parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. Qu'est-ce que vous aimiez chez nous que vous ne retrouvez plus? Vous qui avez été si souvent en France, qu'est-ce que vous aimiez en France que vous ne retrouvez plus aujourd'hui? Bah écoutez, j'aime bien la France, j'aime bien la culture, je regrette beaucoup que je ne pourrais pas amener mes enfants à Louvre. Ce journaliste français s'est permis, au début de l'interview, de dire que Tolstoï est la France. Après avoir écouté des mots pareils, c'est un mensonge pur. Je comprends pas comment il peut se permettre de dire ça à la télévision française. J'ai vraiment honte, pour le coup, de mes compatriotes. Je sais pas si ça amuse BFM TV de jeter de l'huile sur le feu. Je sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et si ça les tente, l'idée d'une troisième guerre mondiale, si c'est quelque chose dont ils ont envie. J'espère en tout cas que les Français qui regardent cette interview ont un petit peu plus d'objectivité que le journaliste et arrivent quand même à écouter le message de Tolstoï sans se laisser emberlificoter par les mots choisis par le journaliste. C'est pas montrer Paris, etc. Oui, parce que vous voulez plutôt envoyer une bombe nucléaire à Paris en ce moment. C'est plutôt ça le discours. Encore la provocation. Bien sûr. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non, 2 minutes, selon Soloviev. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans? Oui, bien sûr, on calcule parce que, vous savez, pour nous, c'est ce qui est important historiquement pour la Russie, c'est assurer la sécurité du pays. Et quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France, mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, à l'Ukraine. Donc pour nous, c'est inadmissible. Voilà, c'était la première partie de cette interview. La deuxième dans un instant, qu'on va évidemment débriefer. On va répondre évidemment à ce que dit Piotr Tolstoï dans un instant. Mais Jérémy Normand, je reviens à vous à Moscou. Tout y est dans cette première partie. La décadence de l'Occident, l'homosexualité de Gabriel Attal, les mensonges de Paris et de BFM au passage, et la menace nucléaire. On a un condensé, on a un best-of, si je puis dire comme ça, de la propagande russe. Ouais, mais c'est un sprinter, c'est-à-dire qu'à peine les caméras allumées, les poignées de main adressées. En même temps, je pense que Tolstoï savait très bien ce à quoi s'attendre parce qu'il savait qu'il allait se faire couper la parole, qu'il allait se faire, que ses propos allaient être déformés. Donc pour moi, c'est la seule solution de parler avec autant de fermeté et d'assurance si on veut faire passer un message. Donc il n'avait pas le choix. Il a engrangé ce flux, ce flot de menaces, d'insultes, d'invectives. Évidemment, Des menaces, des insultes, invectives, je vois pas, je les ai pas entendues moi personnellement. Les menaces, oui, parce que c'est une situation sérieuse et qui veut que la France prenne ses propos au sérieux. Mais les insultes et les invectives, je les trouvais très polis, Tolstoï. Il était ferme, oui, mais c'est pas, j'ai pas vu d'insultes. Les insultes, pour moi, elles venaient à 100% du côté français, du côté de ce journaliste. le rôle, c'est, en lui donnant la parole, c'est de lui apporter la contradiction, de rétablir les faits. Donc c'est ce qu'on a... Encore les Occidentaux qui vont apporter la parole divine aux autres peuples, c'est ça? C'est vraiment quelque chose que je trouve super énervant, cette arrogance qu'on a. On ne prend même pas la peine d'écouter l'opposant, et déjà on a l'impression qu'on va leur apporter la sagesse, parce que nous, on a la démocratie, et que eux ils n'ont pas, donc ils ne peuvent pas comprendre. Cette attitude pour moi est vraiment insupportable. Et ce journaliste, il n'a même pas pris la peine d'écouter, en fait. Essayer de faire, mais vraiment, on sent son agressivité. Il a vraiment envie de faire passer ce message extrêmement menaçant quand il nous donne la... Là, je suis d'accord pour le coup. À mon avis, c'était le but.
de montrer à la France que la Russie est prête et va se défendre, et que la France ferait mieux de s'occuper de ses moutons. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec le journaliste. Durée plus précise que mettrait un missile nucléaire à arriver à Paris. Bon, c'est dit avec un sourire glaçant, hein. Je pense qu'on le sent tous lorsqu'on regarde cette image. Il sait que son français parfait nous déstabilise. Il sait que son expérience de notre culture peut aussi jouer. Oui, parce que lui, il connaît rien du tout de la Russie, probablement. Donc c'est sûr, c'est déstabilisant quand on n'a qu'une seule partie, qu'une seule version des choses. Alors que du côté opposé, il connaît très bien notre culture, et donc il a peut-être un regard un petit peu plus objectif sur la situation. Vraiment, c'est la voix du Kremlin pour nous, Français, et c'est exactement dans cet état d'esprit qu'il a accepté de nous dire toutes ces horreurs. Et on va voir ensemble la deuxième partie de cette interview, tout particulièrement sur la situation en Ukraine et sur l'éventualité d'un envoi de troupes françaises. J'ai pas envie de commenter sur le reste de la vidéo parce qu'après il parle de l'Ukraine et c'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder pour l'instant parce que j'ai absolument pas assez de connaissances pour en parler de façon objective. Tout ce que je peux dire, c'est que dans tous les cas, je serai toujours complètement anti-guerre. Pour moi, c'est vraiment une tragédie, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Surtout que les peuples russes et ukrainiens sont très proches et que tout le monde a de la famille d'un côté ou de l'autre. Donc c'est vraiment une tragédie humaine. Et je pense que l'Occident n'est absolument pas innocent dans cette situation. Mais encore une fois, c'est pas du tout quelque chose dont je veux parler. Mon commentaire, c'était plus sur l'attitude de l'Occident ou de la France en particulier envers la Russie. La façon dont on n'écoute absolument pas ce qu'ils ont à dire. Et donc c'est là où j'ai du mal à rester silencieuse et j'avais vraiment envie de commenter cette interview. Pour moi, c'est normal d'avoir des convictions différentes et le problème, c'est qu'on ne peut pas en discuter quand les journalistes manquent autant d'objectivité et quand ils essayent de faire passer un message basé sur l'émotion et non pas sur les faits, quand ils refusent même d'écouter la personne qu'ils interviewent. Je trouve ça assez incroyable, quand ils se permettent aussi d'avoir une attitude aussi arrogante et aussi provocante. Enfin, encore une fois, en écoutant ce journaliste, je pense qu'il a l'impression d'être une sorte de héros qui œuvre contre les forces du mal, et en plus il a l'impression d'être totalement immunisé contre toutes les conséquences de ce qu'il pourrait dire, et je trouve ça une attitude assez irresponsable. Enfin bref, j'espère qu'il n'est pas représentatif de la télévision française, parce que j'avoue, je suis pas très fière de mon pays en voyant cette interview. De façon générale, je suis fière d'être française, je suis fière de ma culture, et d'ailleurs la plupart des Russes aiment la France, malgré la situation actuelle. Ils aiment la culture française, il y a beaucoup de Russes qui parlent un français excellent, ils connaissent bien la culture française. C'est un gâchis monstrueux de voir ce qui se passe à l'heure actuelle, de voir comment les Français montrent les dents à la Russie, et surtout, vraiment le pire pour moi, c'est le manque d'objectivité, les mensonges, et le fait qu'on refuse d'écouter, juste d'écouter. On refuse de remettre en question quoi que ce soit de ce qu'on nous dit dans les médias de l'Ouest. Et ouais, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur en ce moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas si je ferai d'autres réactions, je sais pas si j'aurai le courage de me lancer dans l'observation de la télévision française. Mais cette fois-ci, il fallait vraiment que je commente, c'était important pour moi de dire ce que je pense. Et voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, que vous soyez russe ou français. Ça m'intéresse d'avoir votre point de vue aussi.